Madame, Monsieur, bonjour. On est de retour ce matin au Salon de l'Action gouvernementale pour une conférence au thème particulièrement médiatique, le contrôle supérieur de l'État et son rôle dans la modernisation de la gestion des finances publiques. J'ai parlé d'un thème particulièrement médiatique, je n'en dis pas plus, en attendant la séquence des échanges qui suivra, le mot de bienvenue de la ministre déléguée à la présidence de la République chargée du contrôle supérieur de l'État, Madame Mba Acha Rose Fromundam. Bienvenue, Madame le ministre. Et l'intervention du chef de division de la formation et de la coopération internationale, Monsieur Hassan. Bonjour, Monsieur l'inspecteur d'État. Le décor est ainsi planté et je vais vous passer la parole, Madame le ministre, pour votre mot de bienvenue. My dear General Managers, Inspector Generals, Presidents of Regional Councils, Senior Officials of CONSUPE, distinguished guests, all protocol duly respected, ladies and gentlemen, it has been a great pleasure for me to take part in this fair on the exhibition and promotion of government action. Indeed, the increasing interactions between the Supreme State Audit Office and her stakeholders that you are demonstrate your willingness to better understand the Supreme Audit Institution of Cameroon and to work with her for the improvement of the management of state resources and the delivery of quality public service to the citizens. I would like to congratulate the SAGO initiators and the entire organization team for this brilliant initiative that brings the government closer to Cameroonians and enables us to better understand their expectations and concerns. In the same line, I thank all those who took time off their busy schedule to attend this conference that is due to begin in a few minutes, and I encourage you all to participate actively. Your massive presence reflects your commitment to building the exemplary republic so dear to the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. Mesdames et Messieurs, à l'occasion de cette 11e édition du SAGO, avec pour thème « Modernisation de l'administration camerounaise comme levier majeur d'atteinte des objectifs de la SND 30 », je vous propose de passer en revue le rôle de CONSUPE, Institution supérieure du Cameroun, de contrôle du Cameroun, dans la modernisation de la gestion des finances publiques en fonction de 3 axes qui sont les missions de contrôle et de vérification, le contrôle citoyen et la discipline budgétaire et financière. Mesdames et Messieurs, je ne voudrais pas d'emblée vous livrer la substance de notre présentation avant le temps. C'est pourquoi je vais vous entretenir sur la valeur ajoutée du CONSUPE pour la société et les citoyens à travers notre capacité à renforcer la reddition des comptes, la transparence et l'intégrité des organes gouvernementaux et du secteur public, et deuxièmement, garantir la pertinence vis-à-vis des citoyens et de nos partenaires, de nos parties prenantes. Sur le premier point, le renforcement de la reddition de comptes, la transparence et l'intégrité des organes gouvernementaux et du secteur public, le contrôle supérieur de l'État veille à ce que les décideurs publics et les élus agissent dans les meilleurs intérêts des citoyens qu'ils représentent. Au sujet du deuxième et dernier point, garantir la pertinence vis-à-vis des citoyens et des parties prenantes,
le contrôle supérieur de l'État se montre réceptif en répondant aux attentes des citoyens, aux défis des différentes parties prenantes qui sont les médias, la société civile, le gouvernement et les partenaires au développement, entre autres. D'amples détails et explications vous seront donnés par les experts du CONSUPE dans le cadre de notre conférence. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans vous remercier une fois de plus pour votre présence et j'émets le vœu que tous ici présents ainsi que les téléspectateurs soyez spécialement sensibilisés sur votre propre rôle citoyen en vue d'améliorer la gouvernance du secteur public, de même que vous ayez une meilleure connaissance des méthodes de travail de CONSUPE et surtout que vous sachiez comment collaborer avec nous. Je vous remercie de votre aimable attention. I wish you a very excellent conference. Thank you. Merci, Madame le ministre, et je peux vous assurer que les attentes des citoyens sont nombreuses et les interrogations de la presse encore plus nombreuses. Je vous rappelle que cette conférence porte sur le rôle du contrôle supérieur de l'État dans la modernisation de la gestion des finances publiques. Et l'intervention que nous allons à présent écouter est celle de M. Hassan, inspecteur d'État. Merci de m'avoir passé la parole. Madame le ministre délégué à la présidente de la République, chargé du contrôle supérieur de l'État, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, distingués membres de l'auditoire, distingués invités, au terme de l'article 1er du texte organique des services du contrôle supérieur de l'État, le CONSUPE est chargé de l'audit externe de l'État et constitue l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. À ce titre, cette disposition l'établit comme chef de file de contrôle des finances publiques au Cameroun. Ses missions dans ce cadre se résument en 7 points, à savoir les missions d'audit, les missions de conseil au gouvernement, les missions pédagogiques, le concours à la discipline budgétaire et financière, les missions d'évaluation des programmes et projets, et enfin les missions de contrôle qualité des audits externes commandés par l'État. Donc, mon intervention dans le cadre de cet exposé va s'articuler autour de 3 axes, à savoir le premier axe, l'apport de fonctions d'audit et de conseil dans l'amélioration de la gestion des finances publiques. Le deuxième axe, quant à lui, va s'articuler sur la participation citoyenne au contrôle de l'action publique. Et enfin, le dernier axe sera sur le concours à la discipline budgétaire. Relativement à l'apport de la fonction d'audit et de conseil à la modernisation de la gestion des finances publiques, commençons par la fonction de l'audit. Et retenons que le CONSUPE, dans son rôle premier, réalise l'audit externe dans le secteur public et dispose à cet effet du mandat le plus large possible pour connaître de l'ensemble des politiques publiques et de l'utilisation des ressources qui y sont affectées. Par conséquent, il n'épargne pas dans sa sphère de contrôle aussi bien la gestion consacrée par les entités publiques que celle des organismes privés mobilisés en vue d'assurer des missions de service public et bénéficiant pour cela de concours financiers de l'État. Donc, par ces différentes méthodes d'intervention, le CONSUPE est capable de donner une assurance quant à la qualité de gestion des finances publiques. En effet, à travers les audits qu'il réalise auprès des entités mettant en œuvre les programmes de gouvernance dans des secteurs variés, le CONSUPE réalise 2 principales contributions qui impactent la gestion des finances publiques dans son ensemble. La première contribution consiste à relever les dysfonctionnements et les faiblesses des systèmes de gestion. Il faut noter dans ce cadre que la bonne gestion des finances publiques induit nécessairement une exécution appropriée et transparente des ressources publiques, l'application stricte de la réglementation en vigueur et une gestion maîtrisée des risques pouvant empêcher l'atteinte des objectifs. Ainsi, de la gestion opérée par le CONSUPE, notamment sur des thèmes divers tels que la gestion des fonds Covid ou Gavi, la gestion du domaine privé de l'État et de plusieurs projets de développement tels que le FODEC, projet d'appui à la production et diffusion du matériel végétal cacao-café, pour ne citer que ceux-là, lui ont permis de mettre en lumière
non seulement les mauvaises pratiques de gestion, mais également les insuffisances des encadrements légaux et réglementaires, ainsi que les faiblesses des dispositifs de contrôle interne et d'évaluation mis en œuvre. Ces constats sont généralement portés à l'attention de toutes les parties prenantes, pertinentes et décideurs, au premier rang desquels le président de la République a envie de susciter des réformes et la prise des mesures correctives. S'agissant de la deuxième contribution, elle consiste à formuler des recommandations à l'issue des audits et d'en assurer donc le suivi. Le but de l'audit n'est pas simplement de sanctionner ou bien de relever les fautes, mais également son but est de préconiser des mesures correctives et d'améliorer la gestion. C'est pourquoi le CONSUP y accorde donc une attention particulière pour permettre que les transformations appropriées puissent s'opérer soit au sein des entités auditées elles-mêmes, soit plus globalement au niveau sectoriel ou bien étatique. Dans la plupart des cas, les recommandations faites par le contrôle supérieur de l'État sont adressées aux autorités compétentes et lorsqu'elles nécessitent un affinement par une approche participative, généralement adoptée par le gouvernement dans le cadre des réformes globales du système de gestion de finances publiques, elles sont donc discutées au sein des comités et groupes de travail constitués à cet effet. À un niveau plus infra, au sein des entités notamment, les recommandations sont diffusées dans le cadre d'une approche pédagogique pour favoriser leur appropriation par les dirigeants et leur mise en œuvre à leur initiative. Autant pour moi. Donc, dans le cadre de la gestion de cette fonction améliorative par la formulation des recommandations d'audit, il revient donc au CONSUP d'établir et de mettre en œuvre des stratégies de suivi de leur application, ce qui devrait traduire sa principale valeur ajoutée à ce stade. Deuxième fonction, en dehors de la fonction d'audit, il y a la fonction de conseil. Cette fonction de conseil, bien que les ISC doivent conserver leur vocation traditionnelle, elles doivent mettre à profit l'expérience qu'elles ont accumulée en matière d'audit en s'engageant de manière proactive dans des activités de conseil. Ainsi, les ISC, comme le contrôle supérieur de l'État, ne devraient pas attendre et répondre aux problèmes dans leur pays et de leur société en général seulement après qu'ils se soient produits. Mais elles peuvent profiter de leur rôle consultatif, même avant, c'est-à-dire identifier les défis et proposer aux décideurs politiques et législateurs actuels des directives et recommandations. Cela s'inscrit donc dans le cadre de la prévention. C'est dans ce sillage que le CONSUP contribue au renforcement des capacités des gestionnaires et des auditeurs internes. Pour les premiers, il s'agit de les sensibiliser sur les risques liés à la gestion en fonction de leur environnement respectif et de porter à leur attention les bonnes pratiques de gestion à observer. Pour les seconds, c'est-à-dire les auditeurs internes, le CONSUP leur fournit un appui méthodologique en matière de contrôle et de vérification de la gestion des finances publiques, compte tenu de leur rôle central et de proximité dans le cadre de l'évaluation du système de contrôle interne et d'évaluation de la performance des services. Sur tout un autre plan, la fonction de conseil est traduite par l'assistance du gouvernement dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes de modernisation de l'État. L'émission des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires à caractère financier et enfin, les opinions formulées ou le contrôle qualité opéré sur les rapports d'audit effectués par les offices privés pour le compte de l'État et de ses démembrements. En somme, les missions d'audit et de conseil sont les deux faces d'une même pièce. Les problèmes potentiels sont analysés et identifiés au cours d'audits factuels et rétrospectifs, tandis que les activités de conseil tournées vers l'avenir sont menées avec des recommandations afin d'accroître l'économie et l'efficacité de l'administration publique, ainsi que pour améliorer la gouvernance publique. En somme, l'approche moderne et efficace d'une institution supérieure de contrôle des finances publiques, qui consiste à améliorer la gouvernance publique, ne se limite plus essentiellement à la fonction d'audit et de conseil. Il ne suffit plus qu'en tant que contrôle supérieur de l'État ou institution supérieure de contrôle, de signaler ultérieurement des erreurs, des abus pour être perçus comme éléments de contrôle efficaces. Il existe des possibilités pour renforcer l'impact du travail d'audit et, à ce titre, aider à améliorer la performance des administrations publiques, atteindre et accélérer les objectifs de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 et d'accroître la visibilité de la valeur et des avantages du CONSUP. Parmi ces possibilités, notons la participation citoyenne au contrôle de l'action publique. D'où donc le deuxième axe de mon intervention.
De manière plus générale, le contrôle citoyen peut être défini comme le contrôle que peuvent exercer les médias et l'opinion publique. C'est un contrôle non organisé, un contrôle diffus qui découle du principe de transparence. Le contrôle citoyen est une démarche orientée vers l'obligation de rendre compte, qui repose sur l'engagement civique. Ce sont les citoyens ordinaires et ou les organisations de la société civile qui veillent directement ou indirectement à obliger les détenteurs de pouvoir de rendre des comptes. Le contrôle citoyen de l'action publique renvoie aux initiatives prises par la société civile et les citoyens pour poursuivre et contrôler l'action des gouvernements centraux ou locaux afin de susciter chez eux le réflexe et le devoir de rendre compte. Dans le cadre de ces activités, le contrôle supérieur de l'État perçoit l'importance du rôle que jouent notamment les citoyens pris individuellement et celui que jouent plus globalement les organisations de la société civile. C'est d'autant plus que le programme d'action d'Accra reconnaît l'importance des OSC qu'il considère comme de véritables acteurs indépendants du développement et engage dans les OSC les donateurs et les gouvernements des pays en développement à conjuguer leurs efforts pour instaurer des conditions propices à une maximisation à la contribution au développement. C'est dans ce sens que le contrôle supérieur de l'État a mis en place plusieurs mécanismes de collaboration avec les organisations de la société civile et les citoyens dans le cadre d'un partenariat au bénéfice mutuel qui devrait combler les attentes réciproques. Il existe ainsi au contrôle supérieur de l'État les principaux mécanismes suivants. Le mécanisme de traitement et de l'exploitation des informations et dénonciations portées à l'attention du CONSUPE par divers canaux, même sous anonymat. La procédure de vérification d'urgence qui permet au CONSUPE, lorsque les éléments portés à sa connaissance sont suffisamment explicites et pertinents, de déployer des missions de recoupement d'informations en vue d'entrevoir des actions plus appropriées. Et dernier mécanisme, c'est la plateforme de collaboration CONSUPE et organisation de la société civile. Et sur ces points, je pense que je peux permettre, avec la permission du modérateur, je peux introduire M. Abanda Serge, chef cellule des relations avec les partenaires institutionnels et la société civile, pour nous faire le bilan et les perspectives s'agissant de la plateforme CONSUPE OSC. Merci. Est-ce que ce micro marche? Merci, monsieur le modérateur. Merci, madame le ministre délégué. Tout de go, je vais rentrer dans le sujet en rappelant que les services du contrôle supérieur de l'État ont signé en 2018 un protocole d'accord avec les organisations de la société civile, notamment le 5 juillet 2018. Ce protocole d'accord regroupe en son sein, sur sa plateforme, une centaine d'OSC aujourd'hui avec lesquels nous travaillons dans le cadre, n'est-ce pas, des objectifs qui avaient été définis dans cette plateforme-là. Je voudrais rappeler brièvement les fondements, c'est-à-dire que monsieur le chef de division l'a rappelé tout à l'heure. Je voulais revenir là-dessus pour rappeler que cette plateforme est d'abord fondée sur la volonté de l'OSC, de l'ISC, pardon, de s'arrimer aux standards internationaux. Quels sont ces standards internationaux? Ils nous viennent des directives, n'est-ce pas, de l'Indosai à travers les ISAI, qui sont des normes internationales, n'est-ce pas, qui régissent l'activité des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, et dont notamment le principe 6, n'est-ce pas, de cette ISAI 12, qui rappelle la communication, la valeur ajoutée de la communication de l'ISC avec ses parties prenantes. Donc là, on est dans le fondement, n'est-ce pas, international de cette collaboration. Maintenant, il y a un fondement national, c'est-à-dire qu'il y a une volonté politique qui s'est manifestée à travers les décideurs qui ont bien voulu que l'institution supérieure de contrôle des finances publiques intègre le citoyen dans le contrôle, n'est-ce pas, dans la protection de la fortune publique. Et donc, c'est dans ce sens-là donc que nous avons signé le protocole d'accord. C'est une volonté des décideurs qui a été traduite dans les faits par madame le ministre délégué ici présente, que nous remercions pour cela. Et donc, il faut rappeler que cela s'est traduit notamment par l'insertion dans le texte organique du CONSUPE
d'une disposition qui créait la cellule des relations avec les partenaires institutionnels et la société civile. Donc c'est sur cette base-là que nous avons abouti en relation avec les OSC à la création de la plateforme que je vous ai évoquée plus haut. Maintenant, je voudrais revenir sur le bilan. Je vais être bref. C'est-à-dire que vous savez qu'en 2015, les Nations Unies ont actualisé les EMD en créant, n'est-ce pas, les ODD, les Objectifs de développement durable, et qui avait, entre autres spécificités, n'est-ce pas, d'intégrer la société civile dans le processus d'opérationnalisation. C'est comme ça que dans ce cadre-là, nous travaillons avec un consortium d'OSC qui ont été mandatés dans la mise en œuvre du cadre de supervision, de suivi et de redevabilité au Cameroun, notamment à travers, pour ce qui est de notre institution, à travers, n'est-ce pas, le programme Prévention des atteintes à la fortune publique. Je finirai rapidement, mais ce n'est pas la seule activité, naturellement. C'est-à-dire que nous avons d'autres activités au quotidien avec les OSC qui sont encadrées par nos objectifs qui peuvent se résumer en 3 mots, c'est-à-dire que la formation, le partage des informations, la mutualisation des efforts. Donc voilà un peu. Et je voudrais finir avec les perspectives rapidement. Je pense que pour nous, il est question de passer d'une phase purement théorique à une phase de collaboration opérationnelle. C'est-à-dire que où les OSC pourront effectivement collaborer avec les missions de contrôle sur le terrain à travers des informations bien structurées qui pourront aider, n'est-ce pas, ces missions de contrôle. Et une autre phase est en perspective, est de donner de la matière à ce que le chef de division a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que la procédure de vérification d'urgence à travers des dénonciations. Mais là aussi, nous savons que nous avons une responsabilité, qui est celle, n'est-ce pas, d'outiller quand même les OSC afin que ces dénonciations soient bien structurées. Donc voilà ce que je pourrais dire dans le cadre, n'est-ce pas, de cette collaboration avec les organisations de la société civile. Je vous remercie. Merci, Monsieur Abanda. Votre intervention me permet donc de continuer sur le 3e axe de mon intervention, à savoir dans le concours du CONSUP à la discipline budgétaire et financière. Au terme des dispositions de l'article 3 du décret organique du contrôle supérieur de l'État, les services du contrôle supérieur de l'État concourent également à la sanction des ordonnateurs et gestionnaires des deniers publics dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. À ce titre, le ministre délégué en charge du contrôle supérieur de l'État préside le conseil des disciplines budgétaires et financières dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier. Donc, dans ce sillage, la discipline budgétaire et financière est fortement axée sur la sanction des irrégularités de gestion, mais elle n'occulte pas la nécessité d'assurer une forme de prévention à travers des plateformes de coopération, des sessions de formation, des conférences thématiques et des forats. Ces activités, ces derniers temps, sont de plus en plus intensifiées à la diligence de la division de la formation et de la coopération internationale, sur instruction de Madame le ministre, dans la mesure où elles sont plus porteuses de changements. En conclusion à mon exposé, il convient de retenir que les missions du contrôle supérieur de l'État sont conformes à l'idée de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, l'INTOSAI, que la finalité du contrôle ne consiste pas à envoyer les gestionnaires publics à la 11e province ou à la 11e région, mais à véritablement faire une différence dans la vie des citoyens. Pour ce faire, le CONSUP, dans son rôle d'institution supérieure de contrôle des finances publiques, œuvre à prévenir les atteintes à la fortune publique, ainsi qu'à améliorer donc les systèmes de gestion des finances publiques. Je vous remercie. Merci à vous également, Monsieur l'inspecteur d'État. Et nous venons de terminer la première partie de cette conférence. La deuxième, qui va commencer dans quelques instants, sera plus interactive. Juste le temps d'une pause consacrée à une annonce. Hello! Have you ever heard of Saturday? Yes? All right then. No? That's okay. We will tell you all about this partnership between France and Cameroon.
Settle down, let's go. What does CEDD stand for? To begin with, let's define CEDD. The French acronym CEDD stands for Debt Relief and Development Contract. It is a debt repayment mechanism set up by France in June 2006 following Cameroon's attainment of the completion point of the Heavily Indebted Poor Countries Initiative, HIPC. How does CEDD operate? In practice, Cameroon repays its debt and 15 days later, France in turn credits Cameroon accounts at the Bank of Central African States, BEAC, with the same amount. Once disbursed to Cameroon, this money is used to finance development projects. How are the sectors to be financed chosen? The projects to be financed are selected according to the priorities set by the Growth and Employment Strategy Paper, GESP. They are in conformity with the main lines defined by the Cameroonian government with the ambition to contribute to the sustainable improvement of the daily lives of Cameroonians and to shape the future of Cameroon. How many contracts have been signed so far? To date, 3 CEDDs have been signed in Cameroon with France. The first CEDD was signed on 22nd June 2006 for a period of 5 years and for an amount of 352 billion francs CFA, giving nearly 533 million euros. The second CEDD, which was the continuity of the first, was concluded on 1st July 2011 for an amount of 214 billion francs CFA, giving more than 326 million euros. The third CEDD contract was signed on June 30th, 2016 for an amount of 401 billion francs CFA, giving 611 million euros. It will end in 2025. At the end of this third and final CEDD, nearly 1,000 billion francs CFA will have been invested in the Cameroonian economy in a bid to reduce poverty, ensure better health for Cameroonians, improve infrastructure, and boost development. Bien, pour ouvrir cette deuxième phase de la conférence, je me tourne vers vous, Madame le ministre. Je vous invite à regarder et à écouter les avis du Camerounais ordinaire sur le département ministériel dont vous avez la charge. Que pensent les Camerounais de ce que vous faites? C'est quelques avis qui ont été recueillis par nos équipes et que je vous invite à suivre. Moi, je dirais qu'ils ne jouent pas pleinement leur rôle. Parce que je prends un exemple très simple. Moi-même, j'ai été victime d'une arnaque. C'était, imaginez-vous qu'il y a un papa qui est décédé, qui est décédé. Et il a passé au moins, sa famille a passé 7 ans sans couper, sans suspendre son salaire. Le salaire continuait à passer à la CCP Bafoussam. Le salaire continuait à passer. Mais lorsqu'ils se sont rapprochés de nous pour qu'on leur donne les modalités, on les aide comment faire pour faire aboutir ce dossier. Bon, la première des choses, il fallait déjà leur demander de suspendre le salaire. Quand nous sommes surpris, donc lorsqu'on tire le bulletin de solde, on voit que le salaire passe encore 7 ans après son décès. Et on regarde donc le mode de virement. On se rend compte que ça partait à la CCP Bafoussam. Nous sommes arrivés là-bas, il y a eu des amalgames, on ne nous a pas bien reçus et tout. J'ai pris le bic et le papier. J'ai rédigé une plainte que je suis contre la CCP, que je suis allé déposer donc en poste, que je suis allé déposer moi-même au palais des congrès dans le bureau de la CONAC. Ils sont coordonnés par le CONSUP. Mais excusez-moi, c'est un an après qu'ils m'ont appelé pour ce problème-là. Ils ont fait à ce qu'on se déplace. Moi, je suis quitté par exemple de Bertois pour me rendre à Bafoussam. Nous sommes arrivés là-bas. Ils ont tourné. Finalement, j'ai l'impression, parce que là-bas, cet agent était touché directement par quelqu'un d'autre. Et pas une autre personne que la chef d'agence, la cheftaine d'agence de la banque. Vous voyez un peu. Donc, quand les gens de la CONAC sont arrivés là-bas, ils ont négocié et on a laissé tomber le problème. Donc, moi, je vois qu'il y a encore beaucoup à faire. Quand on effectue un pont, dans quelques jours, vous voyez que le pont est déjà, ça s'effondre.
Est-ce que c'est tout à fait logique? Ce n'est pas logique. C'est ça que le contrôle supérieur de l'État devait jouer un rôle fondamental et que ceux qui sont coupables reprennent ces travaux. Quand on fait des routes, en quelques jours, au lieu de faire des remblais, les gens viennent gratter, ils repartent. Alors le contrôle supérieur doit jouer ses rôles. Donc pour moi, le contrôle supérieur de l'État doit être un peu regardant, un peu partout, pas seulement dans les ministères, dans tout ce qui concerne le bien public. Nous avons les postes de contrôle fixes et les postes de contrôle fictifs. Ces postes de contrôle fictifs-là, je prends le cas spécial des routiers. Les gendarmes routiers, celui-là, ou alors ceux-là. Bon, je ne sais pas si le routier doit être tout seul, ou alors ils doivent être à deux pour un contrôle, je ne sais pas, mais je sais que le routier vient avec sa moto. Il garde sa moto, il n'a pas besoin de descendre, c'est le motoboy du camion qui descend, au risque de se faire percuter par un autre véhicule, il vient vous donner et le dossier et de l'argent. Vous allez demander si on n'a pas de papier, pourquoi est-ce qu'on donne l'argent? Mais moi je vous dis que si jamais on ne donne pas cet argent, le routier va même vous dire que vous avez un phare qui est rouge et l'autre qui est vert. Et il va vous perdre le temps. Et je me dis que si c'est le matin, il va vous tuer le moral, vous ne serez plus en mesure de conduire parce que déjà il va vous énerver et c'est possible que les accidents arrivent. Donc moi je me dis que dans notre domaine, il faudrait que le contrôle supérieur d'État fasse souvent des descentes. Lorsqu'il fait des descentes, parce que ces gendarmes-là, ils devraient passer de temps en temps à la sensibilisation. Mais ils sont là pour dire que c'est la répression, mais tous les jours, on ne va pas seulement passer à la répression. Il y a de nouveaux chauffeurs tous les jours, les gens qui passent des catégories. Alors moi je me dis que si on n'est pas là pour les sensibiliser, qui d'autre va le faire? Ils ne peuvent pas faire leur travail parce que quand vous êtes bien payé, la corruption ne peut pas, vous ne pouvez pas être corrompu. Quand vous êtes mal payé, alors tout le monde veut bien vivre. Tu ne peux pas avoir 5 enfants et on te paye 200 000 francs le mois. Alors dans les 200 000, tu dois payer une maison de 50 000 et les enfants et ta femme doivent sortir. Et tu dois aussi payer le transport pour aller au travail. Il faut d'abord que l'État puisse, avant d'accuser certaines personnes, il faut que l'État puisse voir un peu leur salaire. Tout vient du salaire. S'ils sont bien payés, il n'y aura pas la corruption. C'est pour ça qu'il y a la corruption. Moi je pense qu'ils ne font pas justement leur travail. Parce que s'ils faisaient normalement leur travail, au niveau de l'agence qu'ils ont créée, la CONAC, pour lutter contre la corruption, c'est que jusqu'à présent, il ne devait plus avoir des petits détournements, ou même au niveau des petits marchés qu'on attribue aux gens. Donc moi, j'aimerais que l'État puisse aller maintenant au-dessus de cette agence, créer maintenant une autre agence qui pourrait sanctionner ces agents et aller même jusqu'à sanctionner même ces détourneurs de fonds, les faire retrouver au moins leur vie au bas niveau comme certains citoyens. Parce que si quelqu'un se retrouve en train de payer une chambre de 2 000 ou 3 000 auquel il vivait dans le luxe, auquel on a saisi ses biens, le ramène au lieu de l'envoyer même en prison. Parce qu'amener quelqu'un en prison qui a détourné les fonds et il vit normalement, ça ne sert à rien. Madame le ministre, on n'a pas besoin de faire un dessin. La cause est entendue, vous avez mauvaise réputation. Comment vous réagissez à tout ce qui vient d'être dit? Je vais dire qu'il y a beaucoup d'ignorance. On dit que c'est le contrôle supérieur de l'État qui contrôle le CONAC. Ce n'est pas vrai. Le CONAC, c'est aussi une institution de contrôle. La différence, c'est que le contrôle supérieur de l'État est le plus élevé parmi la chaîne des organes de contrôle qui se trouvent dans ce pays. Et vous voyez, on dit que parce qu'on dit que le contrôle d'État, le contrôle supérieur de l'État est gendarme de l'État, ça veut dire qu'on doit descendre dans la route, contrôler les gendarmes. Non, ce n'est pas ça. On est gendarme en ce qui concerne les crédits publics. Ce n'est pas ce qui concerne le contrôle de circulation sur les voies publiques et tout ça. Mais chaque fois, j'ai eu à sensibiliser les gens sur le rôle de consommer. Chaque fois que j'ai l'opportunité, j'essaie de faire ça. Dans toutes les interventions, je constate qu'ils se sont trompés du rôle de consommer. Il y a celui qui dit que nous sommes même corrompus, que mes techniciens, mon personnel est corrompu.
Mais quand on lui dit de citer un exemple, il ne pourra pas citer un exemple. Oui, peut-être il y en a qui sont, mais la plupart font leur travail. Et c'est pour ça qu'on a toujours des rapports fiables, appréciés par le chef de l'État, parce que le texte organique qui organise le Consoupe et le fonctionnement de Consoupe, dit clairement que c'est le chef de l'État qui est le patron de cette institution. C'est pour ça que je ne suis que ministre délégué. C'est de lui que je reçois les instructions et c'est à lui que je rends compte. Ça veut dire qu'il me dit, descends sur le terrain. Je descends sur le terrain. Envoie une équipe sur le terrain. Cela veut dire que si vous voyez même 10, 22 équipes, 30 équipes sur le terrain, vous savez que ces équipes sont parties sous les instructions du chef de l'État ou bien avec l'aval du chef de l'État. Je ne peux jamais, en aucun cas, envoyer des équipes sur le terrain sans l'accord du chef de l'État. Et dès que ces équipes rentrent, après leur rapport, on envoie des rapports au chef de l'État, on attend encore les instructions. C'est pour ça que vous avez entendu parler de sanctions. Tel que le chef d'État ne me demande pas d'envoyer ça devant le Conseil de discipline et budgétaire, je ne peux pas. Et dans la plupart des cas, il me demande toujours de les envoyer, de les traduire, les gestionnaires indélicats devant le CDBF pour être jugés à charge et à décharge. On peut les sanctionner comme on peut aussi les acquitter. Je prends l'opportunité ici de dire à tout le monde que Consoupe fait son travail. Et on compte sur la collaboration des citoyens. On compte sur la collaboration de notre partie prenante, le média, le gouvernement, le Parlement. On compte sur la collaboration de tout le monde. Parce que nous œuvrons pour la transparence et pour la bonne gouvernance, pour la reddition de comptes. Merci. Il y a un détail qui ne m'a pas échappé. Ce n'est pas vraiment un détail en réalité. Il ne m'a pas échappé dans ce que vous venez de dire. Il n'y a pas de corruption au Consoupe. C'est un îlot d'intégrité dans un océan qu'on décrit autrement. Je ne peux pas dire totalement qu'il n'y en a pas. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu. Peut-être qu'il y en a. Et chaque fois, avant que les équipes descendent sur le terrain, je les reçois pour leur demander encore que nous sommes là pour combattre la corruption. On ne peut pas descendre sur le terrain, on nous donne, on prend. Ça veut dire qu'on est en train de souiller l'image de notre institution. Je le dis toujours, mais je ne peux pas misser pour eux. Là, c'était les premiers avis. Je vais vous entraîner tout à l'heure dans un jeu de questions-réponses avec le public qui est ici. Je ne vais pas présumer de ce qu'on va vous dire, mais je suppose que ça va se poursuivre sur la même lancée. Permettez-moi une nouvelle pause avant cette séquence de questions-réponses. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'une nation? Sa fierté, son fighting spirit et son savoir-faire. Le Cameroun est une grande nation où la diversité économique est un modèle et une force, où l'on peut investir dans quasiment tous les secteurs de l'économie. Venez découvrir l'Afrique en miniature. Venez investir avec nous. Bienvenue au Cameroun. Question-réponse, je voudrais m'adresser à ceux qui vont prendre la parole tout à l'heure en leur demandant d'être aussi bref que possible. Ça va permettre à plusieurs d'entre nous de prendre la parole. Je vous donne la parole, monsieur. Je suis M. Ngom Priso, un professeur consultant à l'Institut supérieur de management public. Alors, quand j'entrais ici, j'étais un peu inquiet. À l'écoute de Madame le ministre tout à l'heure, je suis un peu plus inquiet. Alors, déjà, parce que Madame le ministre nous dit que c'est le président de la République qui lui donne les ordres tout le temps pour aller sur le terrain. Est-ce à dire que le Consoupe n'a pas un plan d'action annuel qui est défini à l'avance et qui essaye de planifier ses descentes? Est-ce à dire que vous restez au bureau toute la journée à attendre que le président de la République vous envoie sur le terrain? C'était la première question. Alors, ma deuxième question est celle que je voulais véritablement poser. Monsieur l'exposant de tout à l'heure a rappelé à juste titre que le Consoupe est responsable, entre autres,
de l'évaluation des programmes publics. Alors, qui dit... de l'évaluation de la performance des programmes publics. Qui dit performance dit efficacité, dit éthique, dit pertinence, dit durabilité, tout ce qu'on veut. Alors, quand on sait que beaucoup de programmes et projets publics sont menés d'une manière, je dirais, je ne voudrais pas dire bizarre, mais très peu performante, dans la mesure où on n'a pas besoin d'être ingénieur pour se rendre compte que ces programmes ne marchent pas. Un auditeur tout à l'heure rappelait très bien qu'il y a des routes qui sont faites et que la première pluie lessive. Il y a des bâtiments que l'on détruit parce que mal construits, suivez mon regard, etc., etc. Est-ce que le CONSUP rend véritablement compte à Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, est-ce que le CONSUP fait véritablement son travail? Je vous remercie, votre honneur. Pourquoi ces personnes, ces gestionnaires qui sont à l'origine de ces projets, entre guillemets, foireux, sont toujours en poste? Je vous remercie. Monsieur l'inspecteur d'État, on vient d'ouvrir le feu. Vous avez la parole. Merci, merci, prof. Bon, je vais commencer à répondre et puis je vais passer la parole au chef de division des inspecteurs de contrôle des administrations publiques ainsi au secrétaire permanent du Conseil de discipline budgétaire et financière pour compléter ce que je vais dire. Bon, concernant la première question relative au plan d'action du contrôle supérieur de l'État, comme l'a si bien souligné Madame le ministre, c'est le chef de l'État qui nous met en mouvement. Et cette mise en mouvement obéit à deux axes. Premier axe, c'est que nous-mêmes, nous concevons notre programme annuel de vérification que nous soumettons au chef de l'État et le chef de l'État valide. Et sa validation constitue donc le déploiement, donc la mise en mouvement donc, du contrôle supérieur de l'État sur le terrain. Et donc, au courant de l'année, on exécute notre programme annuel de vérification. Mais l'autre axe, c'est que, bien que nous avons notre programme annuel de vérification, le chef de l'État, étant la personne la plus informée de l'État, peut nous déployer dans le cadre des missions spéciales où il nous instruit d'aller auditer tel aspect de la gestion et de lui rendre compte. Donc, comprenez bien que nous avons notre programme annuel que nous élaborons sur la base d'une cartographie des risques et généralement en collaboration avec la société civile pour choisir, parce que le contrôle supérieur d'État ne peut pas quand même tout faire, mais nous essayons de planifier pour maximiser l'occurrence des risques dans la gestion des finances publiques. Et en plus de ça, il y a donc les missions spéciales que le chef de l'État nous prescrit au courant de l'année. S'agissant de l'évaluation des programmes et projets, la question c'est de savoir si le contrôle supérieur de l'État fait véritablement son travail. À date, nous faisons notre travail. Nous faisons l'audit. Nous élaborons notre programme annuel de vérification qui est basé sur les risques, sur la cartographie des risques, à partir des informations que nous avons, à partir des informations financières que nous avons, des dénonciations qui sont même faites par la société civile et par même les citoyens, qui nous permettent donc de circonscrire le périmètre d'intervention au courant de l'année. Et nous descendons, et généralement quand nous descendons même, nous réquisitionnons même l'expertise. Dans le cas, par exemple, des travaux publics, nous pouvons réquisitionner les ingénieurs des génies civils ou même des ingénieurs informaticiens si on est en train d'auditer des systèmes d'information pour, dans tous les cas, nous compléter dans le cadre de la réalisation de nos audits pour que nos audits soient le plus complets possible afin que le chef de l'État puisse disposer de toutes les informations pour prendre donc des décisions. Là, c'est dans le cadre de notre plan, donc, de la mise en œuvre de notre plan annuel de vérification. Maintenant, le reste, ce que vous avez dit, on doit suivre votre regard, dépend donc du chef de l'État. Donc, s'il nous demande d'aller auditer ces bâtiments dont on doit suivre du regard, nous irons auditer ces bâtiments, effectivement, et nous nous rendons compte fidèlement de la réalisation de ces travaux-là. Et mettre en exergue également les rôles et responsabilités de tout un chacun dans le cadre de la réalisation de ces importants projets. Peut-être le docteur Wambang, inspecteur d'État
secrétaire permanent peut me compléter. Allez-y. Thank you very much, Mr. Moderator. I just want to add something that in reality, we have a strategic plan that was developed and approved by the minister delegate, and that strategic plan is gradually being transformed into an operational plan. And we make sure we take into consideration all those demands. Coming back more specifically to your question related to projects and programs, what I can say here is that what we do today is actually what we call risk-based auditing. So we identify the risk, we assess the risk before we audit. And this forum is part of it. You are participating in it. You are helping us to identify where we should go. This identification is done by the citizen, it's done by the head of state, it's done by the Supreme State Audit Institution. So I think you've identified an area, project evaluation and program evaluation, something we intend to attach more importance to in the coming 5 years. I think you're perfectly right. There are projects that are collapsing in the eyes of everybody. We are cognizant of that fact, and most of the projects have been audited. But what you're actually talking of is evaluation, which is actually different from auditing. So that aspect too is being taken into consideration, and Madam Minister has given us strict instruction on that aspect, how to incorporate it in our audit scheme. Thank you very much. Vous voulez passer la parole à quelqu'un d'autre? Oui, Monsieur Omengue, inspecteur d'État, chef de la division des inspections et de contrôle de l'administration publique. Merci. Alors moi, je voudrais mettre l'accent sur 2 points qui ont été relevés. Le premier point, c'est celui de la couverture du mandat du contrôle supérieur de l'État. Je pense qu'il est important que les Camerounais comprennent que la demande de contrôle est importante au Cameroun. Nous avons essayé de déterminer notre univers d'audit et on a plus de 800 entités à auditer. Administration publique, projets, programmes, collectivités territoriales décentralisées. Et il est véritablement difficile pour le contrôle supérieur de l'État de répondre à toute cette demande-là. C'est la raison pour laquelle on fait des audits basés sur les risques. C'est-à-dire qu'on va aller cibler les domaines où les risques sont les plus importants. Et il faut comprendre également que le contrôle supérieur de l'État agit dans un environnement. Il y a d'autres organes de contrôle. Et c'est pour ça que l'une de nos responsabilités également, c'est de renforcer les capacités de ces organes-là pour leur permettre de contribuer avec le contrôle supérieur de l'État à la promotion de la transparence et de l'honnêteté dans la gestion des finances publiques. C'est important de le noter. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est celui de la qualité d'audit. Certains ont relevé ici les rapports qui ne seraient pas crédibles. Je vais vous rassurer, pour ceux qui viennent au contrôle supérieur de l'État, sous l'impulsion de Madame le ministre, on a mis en place un dispositif de contrôle qualité extrêmement robuste. Ce contrôle qualité commence à partir du moment où la mission est déployée par le chef de l'État. Et il commence par la composition de l'équipe d'audit. On va toujours vérifier que les membres de l'équipe d'audit présentent des garanties d'objectivité et d'indépendance. Madame le ministre veille. C'est pour ça que lorsqu'un chef de division constitue une équipe, elle peut retoquer certains membres de l'équipe parce qu'ils ne présentent pas les garanties en termes de compétences, en termes de dépendance et d'objectivité. Et avant que la mission ne se déploie sur le terrain, elle doit élaborer son programme et sa stratégie d'audit qui sont sanctionnés par un comité qui s'appelle le comité d'audit, qui est constitué des chefs de division des inspections, du secrétaire permanent du conseil de discipline et du chef de la division d'information. Et ce comité évalue le programme et la stratégie de l'équipe d'audit. Si ce programme n'est pas satisfaisant, l'équipe ne se déploie pas. Et ce n'est que lorsque l'équipe a eu le quitus de ce comité que Madame le ministre délégué peut donc autoriser qu'elle descende effectivement sur le terrain. Et lorsque l'équipe est sur le terrain, elle fait l'objet de supervision par les chefs de division compétents. Et cette supervision, elle est formelle. Elle est sanctionnée par une note de supervision qui remonte chez Madame le ministre. C'est-à-dire qu'on s'assure, par exemple, que l'équipe couvre parfaitement
les domaines qui ont été identifiés, qu'elle atteint les objectifs qui ont été fixés, qu'elle respecte le calendrier de vérification et que les éléments probants qu'elle collecte sont suffisants, qui sont adéquats. Et quand elle a terminé son travail, elle rédige un projet de rapport et le projet de rapport passe devant une autre instance qui s'appelle le comité de lecture des rapports, qui juge de l'adéquation du rapport sur le plan de la forme et sur le plan du contenu. Donc, une équipe d'audit qui descend sur le terrain alors qu'il y a eu déjà une déclaration de soupçon ne peut pas arriver en fin de parcours, venir dire « Ok, on n'a rien vu », sans que ce ne soit documenté. Donc, ça réduit considérablement le risque de produire des rapports qui ne sont pas adéquats. Vraiment, c'est important de le noter. Et ce n'est que lorsque ce comité a donné le quitus que le rapport est prêt donc à être transmis à son utilisateur principal, qui est le chef de l'État. Je vous remercie. Oui, Madame le ministre. Je voulais préciser que, il vous a dit que nous avons une instance de sanctions, le Conseil. Le Conseil siège chaque mois. Si on est resté au bureau et on ne faisait rien, le Conseil va siéger sur quoi? Il y a des rapports. Le Conseil siège parfois 3-4 jours par mois. Et chaque jour, il prend peut-être 5 affaires, 6 affaires. Rapports. Ça veut dire que les rapports qui ont été produits par les équipes de mission, ça veut dire que même quand le président demande dans les instructions que j'envoie une équipe sur le terrain, on ne se lève pas et on part le lendemain parce que le président a dit il y a beaucoup encore à faire avant que l'équipe ne soit déployée sur le terrain. Il faut chercher des renseignements, des informations sur cette entité à auditer. Je vous dis qu'il y a beaucoup de travail au Consup. Quand j'entends quelqu'un dire que nous restons comme ça, nous ne faisons rien, ça me surprend. On vous a parlé de 2 types d'audits, programmés et spéciaux. Les audits programmés, ça veut dire qu'à la fin de décembre 31 de chaque année, ça veut dire que mes équipes sont déjà rassemblées. Ils sont un programme des structures à auditer pour l'année prochaine. Et on envoie ce programme à la présidence, comme on vous a dit. Et dès que la présidence donne son accord, c'est déjà valide. Ça, ce sont les audits programmés. Les audits spéciaux, ce sont les audits qu'au cours de l'année, le président me demande d'envoyer, de dépêcher des équipes de mission. Parce que lui-même, on le saisit beaucoup avec des dénonciations. Et quand on le saisit avec des dénonciations, il nous envoie ces dénonciations avec les instructions d'envoyer les équipes de mission sur le terrain. Merci. On va prendre une question de l'autre côté. Excusez-moi, madame, on va de l'autre côté. Merci, monsieur le modérateur. Je suis Achille Blaise Béocol. Je suis communicant. Alors, ma préoccupation ce jour... Aller rapidement. Hein. Voilà, je l'avoue, j'ai préparé cette préoccupation depuis 1 an. J'ai donc la chance d'avoir aujourd'hui, Madame la ministre, je voulais juste vous dire, au MINFI, après le toilettage du fichier solde de l'État, le ministre a publié, n'est-ce pas, les recettes qu'ils ont eues à l'issue de ce travail. Je voudrais savoir ici, Madame le ministre, est-ce que vous pouvez nous donner, sur le plan financier, ce que vous avez eu comme retombée depuis quelques années avec les voleurs, avec ce que les voleurs ont pris aux Camerounais? Je vous remercie. Une autre question de ce côté? C'est pour une question? Oui. Je suis maître Wami Batan, je suis avocate, mais je suis reconnue comme l'avocate des causes perdues. Parce que je travaille pour le compte des personnes vulnérables, nous faisons beaucoup de descentes dans les zones reculées, dans des pays en crise aussi et en guerre. Contrôle supérieur de l'État, je voudrais d'abord, Madame le ministre, saluer cette initiative, parce que c'est la première fois que je vois une telle plateforme. Et je voudrais, quand je venais, j'espérais voir beaucoup de membres du gouvernement,
à qui j'avais préparé quelques bombes. Mais ils ne sont pas là. Je voudrais savoir si le contrôle supérieur de l'État accompagne la société civile dans le cadre des projets. Excellence, Madame le ministre, les violences faites aux femmes sont réelles. Les outrages sexuels de l'enfant. Il faut que les organisations de la société civile aient des financements pour porter des projets. Mais la loi actuelle au Cameroun interdit. La loi numéro 55, numéro 90/55, interdit aux organisations de la société civile d'avoir de rechercher des financements, ce qui devient très compliqué parce que la société civile est un partenaire de l'État, nous apporte notre capacité contributive. Comment allons-nous travailler? Le cadre des enfants qui n'ont pas d'acte d'état civil, le BUNEC arrive tout à l'heure, nous allons causer avec eux. Je voudrais savoir si le CONSUPE finance ou peut appuyer la société civile dans le cadre de leurs initiatives. Est-ce que le CONSUPE aussi, comment est-ce que le CONSUPE opère des contrôles sur les collectivités territoriales décentralisées, sur le plan pratique, s'il vous plaît? Merci. On va prendre une dernière question pour cette série de l'autre côté. Oui, monsieur. Voilà. Je suis monsieur Conrad Dieudonné Bebendi. Je suis Camerounais d'origine, je viens de la diaspora. Et suite à l'exposé, je suis content d'avoir madame le ministre devant moi. Je voudrais juste savoir, vous avez parlé de l'intégrité des citoyens dans le cadre de la protection de la fortune publique. Vous avez dit l'intégrité des citoyens dans le cadre de la fortune publique. La première question est celle-ci. Quelles sont les mesures de protection que le CONSUPE a prises pour protéger les dénonciateurs? Ça, c'est d'une part. Parce que je suis parmi les gens qui ont dénoncé l'acquisition de 55 ponts préphasés pour un détournement de 46 milliards. Je suis le porteur de ce dossier. Et ce dossier a été bien conduit par vous, Madame le ministre. Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions, c'est de savoir quels sont les mécanismes mis en place destinés à prévenir les risques pesant sur l'intégrité dans le cadre des projets au Cameroun. Ça, c'est une question très importante. Et la troisième question, c'est quelles sont les mesures qu'a prises l'État pour encourager les dénonciateurs? Parce qu'ils sont tous aujourd'hui, ils dénoncent, on les menace, on va les tuer, et tout ce qui a fait. Quelles sont les mesures que l'État a prises? Parce que pour encourager ces dénonciateurs, quelqu'un peut avoir son information, il va dénoncer, vous allez partir. Merci monsieur, voilà. On vous a bien compris. Bon, et la troisième question, je termine. Quelle est la gestion? S'il vous plaît, Madame le ministre. On prend toutes ces questions. Ces trois questions. D'accord. CDBF. Il faut être bref. Merci, Excellent, pour la parole donnée. En ce qui concerne les sanctions, je voulais dire ici que les services de contrôle supérieur de l'État ne recouvrent pas. En réalité, le recouvrement incombe au ministère des Finances pour ce qui est de fonctionnaires, parce que le ministère des Finances bénéficie de ce que nous appelons le privilège du Trésor. Pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires, les entités sont appelées à utiliser les voies de droit pour procéder à leur recouvrement. Mais le service de contrôle supérieur de l'État font ce que nous appelons le suivi de recouvrement. Et chaque année, Madame le ministre délégué dépêche des équipes de mission sur le terrain pour apprécier le niveau de recouvrement. Il est vrai que le niveau de recouvrement à date n'est pas très satisfaisant, mais avec la sensibilisation de ceux qui sont chargés de ce recouvrement, nous pensons que cette situation va s'améliorer. En termes de débit à date, nous pouvons estimer à l'auteur de 120 milliards sanctionnés par le Conseil suprême budgétaire et financier ces dernières années et des amendes spéciales autour de 50 millions. Mais comme j'ai dit, le recouvrement est très faible, mais ce recouvrement n'incombe pas au CONSUPE. Mais simplement, il existe une plateforme entre le CONSUPE et le MINFI. Et cette plateforme marche pour savoir à quel niveau ce recouvrement est fait. Nous pensons même dans l'avenir à une digitalisation de cette plateforme pour que le recouvrement soit amélioré.
Je prendrai une minute pour dire en guise de réponse à la question de madame que non, le CONSUPE ne finance pas les organisations de la société civile, tout au moins de façon directe, parce que nous n'avons pas une compétence là-dessus, nous n'avons pas de ligne non plus pour le faire. Mais nous faisons ce qu'on peut appeler l'accompagnement institutionnel, soit auprès de ces OSC-là à travers leurs activités. Nous faisons aussi ce que nous pourrons qualifier de renforcement des capacités dans divers domaines. Donc voilà un peu la contribution que le CONSUPE a à l'endroit des organisations de la société civile. Je vous remercie. Reste une question, Madame le ministre, la question de la protection des dénonciateurs et également la question relative au dossier, vous disiez, des ponts, 46 milliards. Lui-même, il sait que le dossier là qu'on a audité, lui-même, il sait. Il sait que nous protégeons nos... on a dit que quoi? Les dénonciateurs. Informateurs. Mais nous protégeons, ce sont les informateurs eux-mêmes qui font de bruit, comme vous. Vous avez parlé. On n'avait pas dit que c'est vous qui avez dénoncé, mais vous avez trop parlé, jusqu'au point qu'on a su que c'était vous, les dénonciateurs. Vous voyez? Parce que nous traitons avec les sociétés civiles qui viennent et nous dénoncent. Ils dénoncent. Et quand on part contrôler, on ne dit pas, on ne dévoile pas le nom de celui qui a dénoncé. Parce qu'il faut protéger nos informateurs. On essaie de les protéger. Mais c'est, comme je vous dis, c'est vous. Vous savez ce que vous avez fait. Vous avez donné des informations et on avait pensé que ces informations étaient fiables. On a agi sur ces informations. On a mené les audits. Le rapport est montré à la présidence de la République. Mais c'est vous qui êtes resté derrière pour faire du bruit. Il faut me compenser, il faut me faire ceci. Vous savez. Voilà. Je vais prendre deux dernières questions. Deux dernières questions, ce sera vous, madame, et vous, monsieur. Madame, le micro de ce côté-ci. Merci. Je suis Madame Béatrice Michel, contrôleur financier auprès du Conseil régional du Centre. Tout en exprimant ma satisfaction pour la qualité des exposés que nous avons reçus, je déplore personnellement un petit truc. Il n'y avait pas assez d'exemples. Et il aurait même fallu des petites anecdotes qui ont quand même une certaine valeur pédagogique, parce que les gens aiment bien les exemples qui parlent. Et je reviens aussi au principe du contradictoire. À quel moment est-ce qu'il agit au niveau de la procédure? Si quelqu'un n'est pas d'accord jusqu'au CONSUPE sur le rapport qui est fait de ses activités et tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Je vous remercie. Oui, monsieur. Merci, Madame le ministre, de nous passer la parole. Je suis Léon Bertrand Enama, président de CAMCRIN, membre de la plateforme OSC CONSUPE. Je voudrais interroger les présentateurs sur les statistiques, parce que je suis d'accord que Madame le ministre n'est pas toujours juge d'opportunité d'audit ou de poursuite, mais en termes de statistiques, on a parlé du Conseil supérieur de discipline, on doit pouvoir savoir, ils ont siégé tel nombre de fois, ils ont traité tel nombre de dossiers, et sur ces dossiers, il y a eu tel nombre de blâmes, tel nombre. Donc, ça permet aux Camerounais d'apprécier la pertinence du travail qui est fait. C'est la même chose avec les contrôles. On ne sait pas le nombre de contrôles effectués, on ne sait pas en termes de qu'est-ce que ça a donné au final en termes de résultats pour savoir que ça contribue effectivement à la réduction. Et j'étais aussi inquiet du fait qu'on présente déjà que les audits ne sont pas pour sanctionner. Parce que si on se plaint chez un gendarme, et c'est le gendarme qui nous dit déjà qui dit à celui qui est incriminé que je ne t'audite pas pour te sanctionner, ça veut dire que ça encourage un peu. Donc, merci, ce problème de statistique est très important pour assurer le Cameroun. Madame le ministre. 2 minutes. Report, monsieur Omengue, pour la dame.
D'accord. Alors, principe du contradictoire, je Oui. dirais que c'est un principe fondamental. Très Aucun rapport fondamental. ne peut être valide si l'équipe d'audit n'a pas satisfait à ce principe-là. Et les instances de contrôle qualité s'assurent que l'équipe d'audit prend effectivement en considération non seulement les réponses, mais aussi les documents qui sont produits. Et les équipes vont s'atteler à montrer les limites des déclarations de la personne auditée. On ne va pas passer rapidement là-dessus. On va généralement passer point par point. Vous avez indiqué telle chose, voici pourquoi ce n'est pas valable à notre avis, etc., jusqu'à tirer la conclusion. Et ça, c'est fondamental. Bon, maintenant, on peut ne pas être d'accord avec une équipe d'audit, mais bon, l'audité a d'autres voies de recours par la suite. Même devant le Conseil de discipline budgétaire et financière, vous pouvez toujours faire valoir d'autres éléments. Si ces instances estiment que ces éléments sont pertinents, bien évidemment, peut-être la constatation ne sera pas retenue. Merci. Donc, il faut comprendre qu'on joue ce jeu jusqu'au bout. Que le contradictoire n'est pas fait oralement. Il y a le demande de renseignement, on vous donne. On vous précise dedans ce que on vous reproche et vous répondez par écrit. Et ceci est apporté devant le conseil. Ça veut dire que si vous arrivez devant le conseil, vous dites qu'il n'y avait pas de contradictoire, on sort seulement votre fiche, écrit par votre écriture et signé par vous-même. Vous dites que voici. Donc, sans contradictoire, on ne peut même pas procéder. Sans contradictoire, il y a toujours contradictoire. Mais il y a les gens, quand on leur demande, on l'envoie les demandes de renseignement, ils ne répondent pas. Ils ne répondent jamais. Ils ne répondent pas, jamais. Mais quand ils vont venir devant nous, ils vont commencer à dire, mais on sort les demandes. Parce que quand on vous donne des demandes de renseignement, vous signez le décharge. On vous demande, on vous montre ça, que on vous avait servi de demande de renseignement. Je voulais vous dire seulement qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas assez de temps. 1 heure n'est pas suffisant pour le construire, pour dire beaucoup de choses. Et il faut savoir que nous ne publions pas nos décisions, parce que nos décisions sont susceptibles d'être portées devant tribunaux administratifs comme recours contre notre décision. Et si on a déjà prononcé, publié, la personne peut se tourner contre nous si le tribunal administratif annule ou bien dit que ce n'est pas vrai. Il se retourne contre l'État et réclame beaucoup, des millions. Alors, jusqu'à ce que la décision devienne définitive, on ne peut pas publier. Il y a la question de monsieur là-bas. Il a posé la question de... Oui, les statistiques sont déjà là. Nous avons, comme je vous ai dit, on ne publie pas, mais on publie les statistiques sur nos sites web, sur nos pages Facebook, sont toujours déjà là. Je dis que chaque mois, nous tenons. C'est moi le président du conseil de discipline budgétaire. Nous tenons des sessions. Même aujourd'hui, je vais sortir d'ici, j'ai une session de CDBF. Hier, j'avais une session de CDBF. Demain, j'aurai une session de CDBF. Où les gestionnaires NDRK sont traduits devant cette instance pour être jugés. Et ils viennent, même avec les avocats. Les avocats portent leur robe pour apparaître devant ce conseil de discipline. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment là où on sanctionne les gens. On n'a pas dit qu'on ne sanctionne pas les gens. On dit qu'en plus de sanctions, on veut aussi des recommandations. Pourquoi ne pas sanctionner? Il a prononcé que peut-être 120 milliards déjà, mais c'est parce qu'il y a des débats. Débats, ça veut dire que si on constate que votre gestion a été fautive jusqu'à causer une préjudice financier à l'encontre de l'État, vous serez obligé de rembourser. Vous serez obligé de payer. C'est ce qu'on appelle débats. En plus de ça, puisque vous avez été trouvé fautif, vous allez aussi, on va vous donner une amende, on appelle amende spéciale. Madame le ministre, je vais être obligé de vous retenir quelque temps encore parce que je suis l'objet de pressions pratiquement intolérables sur lesquelles il faut peut-être faire un audit. On va prendre 3 dernières questions. Oui, madame. Merci. C'est une grâce pour moi d'avoir cette question. En fait, j'ai 2 questions.
La première question, c'est le CONSUP est porteur d'un programme de prévention des atteintes à la fonction publique. Quelles sont les mesures que le CONSUP peut prendre pour rendre applicable la loi sur la déclaration des biens des gestionnaires? C'est une loi qu'on attend depuis. La deuxième question, c'est en tant qu'institution de contrôle de lutte contre les flux financiers illicites, qu'est-ce que le CONSUP peut faire pour rendre effective l'exigence sur la propriété effective et la publication systématique des contrats gaziers, miniers et pétroliers? Oui, madame, on va tenir compte de l'approche genre. Madame. Merci, monsieur le modérateur, et merci, Madame Excellence. Je suis Marie-Hélène Ebieline, coordonnatrice nationale du réseau des défenseurs des droits des consommateurs. Madame Excellence, je voulais simplement faire un plaidoyer et dire que, comme le CONSUP se base beaucoup plus sur le principe du risque, nous souhaitons qu'un accent soit mis sur les programmes de protection des consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, où en sommes-nous, par exemple, avec le Made in Cameroun? Où est passée notre MIRAP, mission pour l'approvisionnement? Nous pensons bien que le consommateur aujourd'hui, nous voyons tous le constat est alarmant. Tout le monde se plaint de la vie chère. Et comme une précédente oratrice a dit, nous sommes les acteurs de la société civile, mais qui n'avons pas souvent de moyens. Parce que nous voulons même commencer à faire des champs pour la farine locale, mais nous n'en avons pas. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il est grand temps que tous les acteurs institutionnels se mettent sur les problématiques de protection réelle du consommateur. Merci. On va peut-être demander au CONSUP de se lancer dans la production agricole. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Merci, madame le ministre. Merci pour l'occasion qui m'est donnée de poser la question. Je suis Cyril Mara, coordonnateur d'une association, membre de la plateforme des organisations de la société civile qui promeuvent la bonne gouvernance dans le secteur minier, pétrolier et gazier, donc dans l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Cameroun. Je voudrais savoir quelles sont les mesures que le CONSUP peut prendre ou alors prend dans le cadre de la prévention de la corruption dans le secteur amont, notamment dans l'attribution des contrats, des licences. Récemment, nous avons suivi l'affaire de Glencore, les géants pétroliers. Et même si ces allégations ne sont pas encore prouvées, qu'est-ce que le CONSUP peut prendre pour pouvoir prévenir ces risques-là dans les prochains projets qui sont en cours et qui seront lancés au Cameroun? Merci, Madame le ministre. C'était la dernière question de la salle. Madame le ministre. Merci. Je vois par rapport à la première préoccupation que toujours le rôle du contrôle supérieur de l'État n'est pas très bien perçu par l'opinion publique. Le contrôle supérieur de l'État est chargé de l'audit externe. Nous faisons l'audit externe. Ça veut dire que c'est quand les opérations se sont réalisées que nous venons nous rendre compte de leur réalisation au regard des textes législatifs et réglementaires. Donc nous agissons après coup. Mais dans cette lancée, nous pouvons également apporter des conseils en projetant. Alors, la déclaration de biens, la Constitution l'a consacrée. Et il y a toute une loi qui a mis en place toute une commission qui doit être mise en place. L'opportunité de mise en place de cette commission incombe au chef de l'État. Donc la commission n'a même pas encore été mise en place. Elle n'est même pas opérationnelle, fonctionnelle, dont le contrôle supérieur de l'État n'a aucun rôle pour le moment. Donc, notre rôle de prévention des atteintes à la fortune publique, c'est pour les organes qui sont opérationnels, qui sont en train de travailler. Nous venons donc les encadrer, les accompagner. Une fois que cette commission-là sera mise en place, le contrôle supérieur de l'État pourra les accompagner dans la mise en œuvre de cette importante mission de déclaration de biens. C'est d'autant plus qu'il faut aussi retenir le contrôle supérieur de l'État abrite l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, donc qui regroupe les 54 pays de l'Afrique. Et par rapport à cela, le contrôle supérieur de l'État profite de bonnes pratiques dans d'autres pays africains et même au-delà du continent africain, s'agissant précisément de la déclaration de biens. Donc nous avons tellement de bonnes pratiques
concernant la déclaration de biens, comment ça doit se faire, comment ça doit se structurer, comment est-ce qu'on doit gérer. Parce qu'effectivement, quand vous prenez la loi sur la déclaration des biens, vous allez voir, même un sous-directeur doit déclarer ses biens. Imaginez-vous qu'on prenne seulement le ministère des Finances, ça sera combien de personnes? Donc, il faut gérer tout cela. Je prends seulement le ministère des Finances et au ministère des Finances, je prends la DGB. Il y a combien de sous-directeurs? C'est tellement important. Donc nous avons assez d'expérience que nous pouvons partager le moment venu quand la commission sera opérationnelle. Secteur minier. Par rapport aux mesures de prévention de la corruption, effectivement, vous avez dit prévention de la corruption en amont dans le secteur public. Nous ne pouvons pas intervenir en amont. En amont, c'est déjà l'opportunité. Nous laissons au ministre en charge du secteur minier de réaliser son mandat au regard de son texte organique. Une fois que tout cela est réalisé, nous venons maintenant nous assurer de la conformité par rapport à son texte et par rapport aux bonnes pratiques en la matière. Parce qu'effectivement, dans le cas d'espèces, c'est que l'État ne va pas gagner par rapport à la société chinoise qui va engranger d'énormes bénéfices par rapport à l'exploitation de cet énorme gisement. Donc, nous n'agissons pas en amont, nous agissons quand donc le contrat est signé et une fois que le chef de l'État nous aura mandaté pour aller auditer. Glencore, monsieur l'inspecteur d'État. Il y avait une troisième question. Oui. Glencore. Oui. Les quoi? Glencore. Le chef Diab peut-être peut répondre à la question. La quoi? C'est quelle question? Oh, oui. Ah, ok. Quelle question? Pour rappeler la question, récemment, l'entreprise Glencore, devant le département de justice des États-Unis d'Amérique, le 22 mai 2022, a proféré des allégations selon lesquelles ils auraient donné des pots de vin à la SNH et à la Sonara pour l'acquisition du contrat du permis dans le cadre de l'exploitation pétrolière au Cameroun notamment. Et donc, c'est en amont, c'est avant que nous, on ne sache que le contrat, ils sont en train d'exploiter et qu'il y a eu de la corruption. Qu'est-ce que vous faites justement en amont, dans le cadre de la négociation des contrats pétroliers, miniers, gaziers, pour qu'en aval, nous, les sociétés civiles, on puisse être sûrs que le contrat est bénéfique pour le Cameroun et que les agents de l'État ont bien fait leur travail. Merci. Il y a toute une commission qui s'occupe de la corruption, c'est CONAC. Le détournement des derniers, ce n'est qu'une faute de gestion comme les autres fautes. Consoupe n'est pas seulement pour le détournement, pour corruption. Alors, il y a une commission qui s'occupe de ça. Et il faut savoir que Consoupe ne peut pas être, ne peut pas connaître tout. Il faut le dénonciateur. Il faut qu'on vienne nous dire. On ne nous a pas encore saisis. Il faut qu'on nous saisisse avec les faits. Et on va alors envoyer à ce qu'on vérifie. On recoupe ces faits pour voir si c'est vraiment vrai. Mais jusqu'à présent, on ne nous a pas encore saisis. Mais tant qu'on nous saisisse, et on envoie une équipe de voir ce qui se passe, si c'est avéré, on a alors écrit au chef de l'État qu'on va envoyer une équipe de mission. Jusqu'à présent, on ne nous a pas saisis. Est-ce que vous nous avez déjà saisis? Hein? Ce n'est pas encore. Et s'il vous plaît, il faut que je précise ici que Consoupe a un texte d'organisation et de fonctionnement. Nous ne pouvons pas sortir de ce texte. Deuxièmement, le Conseil de discipline budgétaire et financière n'a pas de compétence pénale, n'a pas de juridiction pénale. Ça veut dire que si dans mon rapport que j'envoie au chef de l'État, il y a des aspects, des infractions pénales, on envoie ça au mini-justice, parce qu'il y a le mini-justice qui s'occupe de tous. Beaucoup de choses que les gens reprochent au Consoupe. C'est mini-justice, c'est CONAC. Mais Consoupe a un texte d'organisation et de fonctionnement. Merci. Madame le ministre, nous courons après le temps. Permettez-moi quand même de vous demander, ainsi qu'à vos collaborateurs, si le Consoupe lit, regarde et écoute la presse locale. Il y a tellement de choses qui se disent dans la presse locale. Est-ce que vous attendez une autre saisine que celle que la presse locale vous propose? Je ne voudrais pas citer
des exemples précis, mais vous connaissez l'histoire des fonds Covid, vous savez ce qui s'est passé avec les stades. La presse locale en parle si souvent qu'on se demande si le CONSUPE est sourd et muet dès qu'il s'agit de la presse. Pour poser cette question de la presse locale, nous lisons. Il y a une cellule de communication au sein de mon département ministériel. Mais la presse locale, c'est qui? C'est qui? Il faut que quelqu'un vienne nous confirmer les faits. Parce que si nous descendons sur le terrain, demandez à qui? Que quoi? Il faut, comme je vous ai dit, saisir le chef de l'État avec les faits palpables. Pour dire qu'il y a cette chose, il faut qu'on envoie une équipe sur le terrain. Mais jusque-là, si ceux qui écrivent dans la presse savent que CONSUPE est là, qui nous approchent, qui viennent vers CONSUPE, on ne va, dans la presse même, on dénonce les identités. Chez nous, on ne va même pas dénoncer les identités. Mais vous savez bien, Madame le ministre, c'est chacun son job. Hein? La presse fait le sien. C'est pour ça que je demande même que quand on a même des informations, on écrit pour celui qui a écrit ça dans la presse et ne veut pas parler. Et quand il ne veut pas parler, comment on peut procéder? Et vous avez entendu, il y en a qui demandent qu'il faut nous payer avant qu'on vous livre les informations. Mais pourtant, nous sommes tous les citoyens du Cameroun. C'est notre devoir citoyen. Avant de nous quitter, Madame le ministre, je vous propose une autre pause pour faire plaisir à un autre de nos annonceurs, qui n'est pas un dénonciateur. Cameroon, a land of opportunities. To guarantee the economic, social and cultural attractiveness of our communities, government authorities in collaboration with the decentralized territorial communities, stakeholders from the private sector and the populations are bound to act together. Under the impetus of the Kribi Urban Council, participate in the Economic and Local Development Stakeholders Fair, SIDEL, from the 3rd to the 11th of December 2022 in Kribi on the shores of the Atlantic Ocean. Take advantage of 10 days of discussions, partnerships, exhibition and visibility of your know-how. For more information, contact the event management firm Mon Communicateur on 677-886322 or click on www.sidel.cm. Salon des acteurs économiques et du développement local. Ensemble vers l'émergence. Cameroon, a land of opportunities. To guarantee the economic, Le moment est venu, Madame le ministre, de vous remercier pour la franchise à laquelle nous avons eu droit au cours de cette conférence. Je vous remercie au nom des organisateurs. Je voudrais également citer quelques autres annonceurs, quelques autres partenaires du SAGO que les organisateurs tiennent à remercier. La Société de presse et d'édition du Cameroun, la SOPECAM, l'Office national du cacao et du café, l'ONCC, le chantier naval et industriel du Cameroun, le CNIC, Cameroun Telecommunications, Camtel. Bonjour Madame le directeur général. Ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MINADER, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le Centre national de transfusion sanguine et bien d'autres que nous citerons au cours des prochaines conférences. Et la prochaine précisément, c'est cet après-midi avec le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Merci encore une fois Madame le ministre. Merci Mesdames, Messieurs pour votre très aimable attention et à tout à l'heure.